Bon, le premier mot que j'ai choisi pour parler de mon livre, c'est le terme de nature. La nature, je crois que c'est le premier personnage du livre, de toute façon. Il est là avant même que l'histoire commence, puisque le livre démarre 6 jours après un tsunami géant. Et la nature, en l'occurrence, c'est l'océan. Et c'est quelque chose qui, pas l'océan en soi, mais la nature de toute façon a une importance énorme dans mes livres, plus qu'un simple environnement, plus qu'un simple décor. Je crois que c'est vraiment un personnage à part entière, et ça vient d'une fascination qui date d'avant, mais qui a vraiment pris forme en 99 avec cette énorme tempête qu'il y avait eu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la nature, c'était peut-être la seule chose au monde, le seul tueur en série que personne ne pouvait arrêter. C'est-à-dire que vous pouviez envoyer les commissaires, les flics, moi, même l'armée, et il ne se passerait rien, vous pouviez juste attendre que ça s'arrête. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi j'ai une vision très positive de la nature, mais comme je fais du noir, je l'ai transformé en quelque chose d'énorme et d'hostile, exactement comme dans les contes de fées, quand vous voyez que toutes les horreurs se passent toujours au fond des bois, et que, effectivement, que ça se passe toujours très très mal. La fin du monde, rien que de dire les mots, moi ça me fait quelque chose à l'intérieur. C'est une angoisse, je trouve, d'imaginer qu'un jour tout pourrait s'arrêter. Et en même temps je pense qu'on se trompe, parce que quand on parle de fin du monde, c'est la fin d'un monde dont on parle. Éventuellement c'est la fin de l'homme, la fin de l'humanité, mais en fait il restera toujours quelque chose. Il restera des organismes vivants, des bactéries, éventuellement des arbres, éventuellement des animaux, et quelque chose pourra recommencer. Parce que la fin du monde, il y en a déjà eu. Il y a eu les grandes glaciations qui ont vu périr tous les mammifères. Il y a eu, si on considère qu'il y a une vraie source historique, ce que certains scientifiques s'accordent à dire, le déluge. Le déluge, on date à peu près de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et il aurait existé, c'est pas un déluge universel, c'est pas un déluge mondial, mais sur le Proche-Orient, il y a sans doute eu quelque chose comme ça. Et la fin du monde, c'est avec ça que je joue dans Juste après la vague, puisque je mets des personnages, en l'occurrence une grande famille de 9 enfants, dans cette situation-là, quand autour de vous tout s'écroule, que le monde s'est terminé, que le monde s'est englouti. Comment est-ce qu'on survit? C'est-à-dire aujourd'hui, je me dis, si ça arrivait, et si du jour au lendemain on se retrouvait à quelques centaines dans le monde, sur des bouts d'îles immergées, qui serait capable de survivre? Qui sait encore pêcher? Qui sait se nourrir avec le peu qui reste dans la nature? Qui sait encore cultiver un potager? En fait, qui peut continuer à vivre alors que le monde est fini? Et c'est une question que je me pose très très souvent, et que j'ai eu envie d'aller explorer un peu plus sur l'eau tout au long de ce livre-là. La famille, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en scène dans mes romans. Alors peut-être parce que comme je ne fais pas du policier au sens plus classique, j'ai pas un meurtre, un policier, une enquête, je vais aller chercher d'autres gens. J'ai pas de tueur en série, j'ai pas de grands criminels, donc ce qui me reste sont les gens ordinaires. Et dans les gens ordinaires, il y a la famille, et c'est moi quelque chose que je trouve assez fascinant, parce que je pense que c'est le terreau de tout. La famille, c'est là qu'on est, c'est là que pour la majorité d'entre nous, on est élevé, et a priori on peut expliquer 99% de nos goûts, de nos comportements, de nos déviances, de nos obsessions, de plein de choses, de notre personnalité, par notre enfance. Or, voilà, encore une fois, dans la majorité des cas, à la base de l'enfance, il y a la famille. Et pour moi, c'est une source d'inspiration absolument infinie, sachant qu'il y a dedans à la fois le bien et le mal. Ça veut dire qu'il y a l'amour et il y a la haine. On en tire nos fragilités comme nos forces. Donc la famille, c'est toujours ambivalent. Et je pense que voilà, c'est un des plus beaux sujets qu'on puisse mettre en scène. Alors jusqu'ici, j'avais plutôt mis en scène des familles sombres, des familles ténébreuses, des familles toxiques. Et là, je me suis dit, sur l'océan, il se passe déjà tellement de choses, il se passe déjà tellement d'effondrements, que la famille devient aimante, chaleureuse, soudée. Et en fait, elle devient source de survie. Et donc c'est une autre approche que j'ai essayée cette fois-ci. Alors la lumière, ça me fait rire parce que
C'est vrai que moi j'ai abordé la littérature noire dans un sens complètement littéral, parce que je la connaissais mal, je pense aussi. C'est-à-dire que j'ai entendu que la littérature noire c'était noir, et que quand c'est noir, il n'y a pas de lumière. J'ai commencé à écrire mes romans de cette façon-là. Alors quand je dis noir, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'espoir, qu'il n'y avait pas de suite possible, et éventuellement qu'il n'y avait pas de survivant. Voilà, tout était fermé à la fin d'un livre. Et puis je me suis rendu compte, petit à petit, exactement en fait, comme dans un tableau de Soulages, on dit que c'est, vous savez, le peintre spécialiste du noir. Or, dans un tableau de Soulages, effectivement, il y a du noir, mais il y a toujours des traits, des carrés minuscules, il y a toujours quelque chose au fond, et il y a toujours du blanc, du gris, du doré, il y a toujours quelque chose de la lumière. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que, par contraste, on ne voit jamais aussi bien le noir que quand il y a de la lumière à côté, et inversement, ou réciproquement. Et donc je me suis dit que j'allais voilà, jeter des petites lumières dans le noir, et puis je vois si elles résistent, ou si certaines d'entre elles en fait se font happer doucement, vous savez, puis le noir effectivement recouvre. Voilà, en me rendant compte que finalement quand vous avez des petits puits d'espoir qui subsistent, je trouve que ça donne une dimension tragique encore plus forte au roman. Le monstre, alors très clairement dans Juste après la vague, pour moi le monstre c'est l'eau. Moi je suis très phobique de l'eau. Je pense que seuls les gens très phobiques de l'eau comme moi peuvent imaginer ce que je veux dire en disant que dans l'eau il y a tout... Enfin, tous les dangers que vous pouvez fantasmer, que vous pouvez imaginer, que vous pouvez reporter, se trouvent dans l'eau et sous l'eau en fait, plus exactement. Et donc le monstre, c'est vraiment cette chose qui vous suit, c'est cette chose que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, mais que vous devinez simplement, cette ombre qui est dans votre sillage en permanence et qui peut se trouver n'importe où. Cette situation extrême que je mets en scène dans Juste après la vague, avec cette famille qui se retrouve seule au monde sur son île où l'eau continue à monter, sont des gens comme vous et moi. Et ces gens comme vous et moi, quand vous les mettez dans cette situation extrême, dans cette situation ultime en fait, puisqu'il est vraiment question de vie et de mort à ce moment-là, vous en faites des monstres. Au premier sens, au sens étymologique. Le premier sens du monstre, c'est quelque chose de prodigieux. Et prodigieux en bien ou prodigieux en mal. C'est comme quand vous mettez des gens devant une guerre, vous allez avoir des gens qui deviennent des héros et des gens qui deviennent des ordures. Et le livre s'attache en fait non pas à juger qui devient un monstre en bien ou en mal, mais à regarder ceux qui deviennent de cette façon des monstres en bien ou en mal. Voilà, et donc ça c'est un terme qui traverse tout le livre, mais qui traverse aussi tous mes romans, de savoir ce que deviennent des gens comme vous et moi au moment où on les met dans des situations extraordinaires.